Bonjour tout le monde et bienvenue sur Play & Go pour cette première émission Take Your Time. Alors Take Your Time, comme son nom l'indique, c'est une émission dans laquelle on va prendre son temps puisqu'on va revenir sur des choses qui nous plaisent. Et pour ça, comme je l'ai dit, on va vraiment prendre le temps qu'il faut. Ça durera peut-être 20 minutes, ça durera peut-être 30 minutes, ça durera peut-être 1 heure, ce sera peut-être décousu, ça sera certainement décousu. Mais l'idée c'est vraiment juste de passer un moment sympa et de trouver des sujets à aborder et surtout de les gratter un peu et de parler de ce qui nous plaît. Pour cette toute première vidéo et pour inaugurer cette série, je vais rapidement me présenter. Donc moi c'est Play & Go du coup. Certains me connaissent peut-être déjà puisque je fais des vidéos sur internet depuis bien longtemps. Alors attendez, je vais remettre le micro. Hop, voilà, j'ai remis le micro comme il faut. Donc voilà, je réalise des vidéos sur internet depuis très longtemps, hein. Ça fait presque une quinzaine d'années, même plus que je fais ça. J'ai eu plusieurs pseudos, j'ai opéré pour divers médias si je puis dire. Et cette fois-ci, eh bien, me voici sur Play & Go, donc qui est mon site de jeux vidéo sans prétention, hein. C'est vraiment juste pour écrire quelques billets de temps en temps et partager un peu des choses qui me plaisent et y partager mes vidéos. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, sur cette chaîne YouTube, parce que je suis déjà présent sur TikTok, hein, donc c'est en description, TikTok où je fais des formats très très short, très très rapides, avec des choses assez sympas. Là, on est vraiment sur un autre format, puisque côté YouTube, on va être forcément sur quelque chose de beaucoup plus posé, où je vais prendre mon temps. C'est ce que je vous dis, il n'y aura pas de montage, donc c'est vraiment quelque chose à consommer comme une espèce de podcast. Je vais pas me casser la tête, l'idée c'est juste de faire quelque chose d'assez sympa pour moi et pour vous. Donc ceux à qui ça plaît, tant mieux, et puis après, si c'est trop long ou si c'est pas assez animé pour vous, je le comprends. Et dans ce cas-là, pour ça, il y a TikTok. Donc voilà. Voilà pour moi, c'est pour ça, juste pour préciser que je ne suis pas non plus sorti de nulle part et que si certains me viennent me dire que potentiellement mon concept pourrait ressembler à ce qui se fait déjà sur internet, j'étais quand même là bien avant, je tiens juste à le préciser. Donc voilà, alors pour cette première émission entre guillemets, je vous propose qu'on parle de mon game designer préféré, rien que ça, qu'on revienne sur l'histoire de Fumito Ueda. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je me dis que, quitte à commencer quelque part, autant commencer par ce qui m'inspire le plus, par ce qui me passionne le plus, à savoir l'univers et les jeux de Fumito Ueda. Et c'est pour ça qu'on va revenir un peu ensemble sur sa carrière, sur son œuvre, et surtout pourquoi c'est un game designer clairement pas comme les autres, et surtout quelles sont ses spécificités et pourquoi en fait je l'aime autant. Disons-le clairement, même si hélas, comme tout génie, on en attend souvent beaucoup, et comme pour la majorité également des génies, on est assez déçu au final puisqu'on se dit c'est quelqu'un qui sait faire de belles choses, on se dit toujours qu'on aurait pu avoir beaucoup plus que ce qu'on a déjà, et même si on a quelque chose d'extraordinaire, on sait qu'avec les technologies, avec l'évolution, avec la façon dont l'homme évolue, ça reste forcément un gâchis, et Fumito Ueda en est véritablement l'exemple. Donc Fumito Ueda, c'est qui? Donc c'est déjà un game designer japonais, hein, vous vous en serez douté. Il est né à Tatsuno, dans la préfecture de Hyogo, au Japon, le 19 avril 1970 pour ceux que ça intéresse, hein, donc il est plutôt jeune. Et il faut savoir qu'avant toute chose, Fumito Ueda, avant d'être un game designer, avant d'être celui qu'on connaît, avant d'être un mec de chez Sony, avant d'être le père de Shadow of the Colossus, c'est surtout un artiste. Mais un artiste dans son sens le plus pur, dans son jus comment dire ça? Je cherche mes mots, alors c'est pareil, hein. Je vous préviens, mes vidéos, on va beaucoup chercher les mots, je vais pas faire de cut, c'est vraiment de vivre la discussion, et peut-être même, d'ailleurs, je fais une coupure, peut-être même qu'on pourra inviter des gens à l'avenir, donc si ça vous intéresse, par exemple, de venir participer à un talk show, à un débat sur un jeu, ou sur n'importe quoi, en rapport avec le gaming, sachez que ça se passe ici, n'hésitez pas à me contacter, dites-moi en commentaire. Bref, je disais que c'est l'artiste dans son jus le plus pur. Pourquoi? Parce que avant toute chose, c'est un homme qui a qui a étudié les beaux-arts à l'université des arts d'Osaka. Il s'est intéressé donc aux beaux-arts et à l'animation avant de se diriger vers le développement de jeux vidéo, où il y a étudié le design, et c'est ce qui a influencé son style visuel, etc. Mais avant toute chose, c'est un artiste. Donc c'est vraiment cet homme, vous savez, qui aimait peindre, qui aimait lire, qui aimait trouver les détails dans les œuvres, qui aimait lui aussi créer ses univers, hein, un peu comme pour les univers de Diblar, hein, donc ça fera le sujet d'une autre vidéo. C'est vraiment un artiste, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le délire du jeu vidéo, c'est pas un féru de technologie, c'est vraiment ce rat de bibliothèque / de musée qu'on va voir venir en voyage au Louvre avec ses parents, pour aller explorer, pour aller regarder un peu ce qui se passe, pour trouver des inspirations, qui se balade toujours avec son petit carnet, vous savez, pour prendre des notes, parce qu'il se dit « Ah bah tiens, cette feuille elle m'a inspiré ». Donc vous connaissez un peu le cliché, on va dire, de l'artiste. Petite gorgée de café, ce cliché de l'artiste, c'est Fumito Ueda. Il est complètement là-dedans, et à aucun moment il est prédestiné à travailler dans le jeu vidéo. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'art dans son sens le plus pur, et lui, ce qu'il veut, c'est produire des choses, éventuellement être exposé, avoir des œuvres à son nom, peut-être même d'être reconnu dans le milieu, c'est ça qui l'intéresse.
Après, évidemment, ça va évoluer puisque forcément, comme je l'ai dit, il va se tourner vers l'animation, qu'il va beaucoup aimer, et après à l'animation, eh bien, il va aller vers le jeu vidéo. Puisqu'avant tout, donc dans l'animation, ça a été une carrière assez éphémère, hein. Il n'a pas fait long feu, il était animateur 3D, mais ça a pas, voilà, ça a pas vraiment, ça lui a pas vraiment plu. Et puis ensuite, il a décidé de chercher un peu des stages par-ci par-là, et c'est ainsi qu'il finit par développer pour un studio qui s'appelle Warp. Donc oui, parce que beaucoup pensent que Fumito Ueda a commencé avec Ico, mais c'est faux. C'est faux puisque son premier vrai jeu c'est Ico évidemment, mais le premier jeu sur lequel il a travaillé, eh bien c'est un jeu qui s'appelle Enemy Zero en 96, donc pour vous donner une idée quand même à quel point c'est vieux, et c'était comme je l'ai dit développé par Warp pour la Sega Saturn. Alors je vais pas aborder beaucoup le sujet d'Enemy Zero parce que pour ne pas vous mentir, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué. C'est un jeu auquel je n'ai pas joué puisque c'est un jeu qui est pas forcément dans le style d'univers que j'aime, hein. Ça a l'air assez... C'est assez spécifique hein, parce que c'est quand même la suite de D, hein, donc D qui est un jeu d'horreur, faut le savoir, pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu d'horreur sur Sega Saturn. Là c'est une espèce de suite, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que dans le D de base, c'est un jeu qui est très orienté horreur psychologique, hein. On joue un personnage qui ne peut pas se battre. Là, la suite, c'est un peu plus action, donc c'est du FPS hein, pour le coup, c'est une espèce de mélange entre horreur et FPS, mais c'est pas quelque chose qui est non plus très poussé, hein. Et puis en plus de ça, encore une fois, ce n'est pas l'un de ses jeux, ce n'est pas lui le créateur, il a uniquement travaillé dessus. C'est pour ça que d'ailleurs on ressent pas sa patte, les gens vous diront bah non, on reconnaît pas du Fumito Ueda. C'est normal qu'on ne reconnaisse pas du Fumito Ueda puisqu'il n'avait pas son mot à dire, que ce soit sur l'artistique, que ce soit sur le développement. Il était uniquement animateur 3D, donc on lui donnait une tâche et il la faisait. C'était aussi simple que ça et ça s'arrête là. Donc ça c'est son passage du côté de chez Sega Saturn, et enfin du coup il rejoint PlayStation un peu plus tard pour commencer à travailler sur notamment un jeu qui s'appelle Ico. Donc là je vais passer tout l'aspect, je vais pas faire, le but c'est pas non plus de faire sa biographie complète, le tout c'est surtout de parler de lui, parler de ce qu'il a fait, dans quoi il est différent et qu'est-ce qu'on aime tant chez lui. Il faut savoir que Fumito Ueda il a entre guillemets créé, on va dire c'est pas, il a pas créé mais il a une approche de développement qui est très intéressante, et c'est ce qui va lui valoir d'ailleurs la confiance de Sony PlayStation pour développer Ico. C'est qu'en fait c'est quelqu'un qui développe par ce qu'on appelle le design par soustraction. Alors le design par soustraction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien quand on développe un jeu, par exemple chez Rockstar, la majorité du temps ça se passe comme ça, c'est que par exemple pour un GTA, on part sur une carte vierge, donc on a une texture vide, sur laquelle on rajoute des choses. Donc on va se dire tiens, on va rajouter un bâtiment qui va nous faire penser à la Statue de la Liberté. Ensuite hop, on va rajouter un deuxième bâtiment, forcément qui en découle, qui va être l'Empire State Building. On a créé l'Empire State Building, on a créé la Statue de la Liberté, il nous faut bien évidemment la rivière, parce que forcément, enfin pas la rivière... la mer du coup, il nous faut la mer puisque forcément Manhattan c'est pas sur rien, donc on va développer la mer. Ensuite on va se dire voilà c'est dommage parce que là il faut rajouter Times Square quand même, c'est un cœur important de New York, donc on rajoute Times Square. Et vous voyez c'est comme ça en fait qu'on avance dans le développement et qu'on rajoute des choses. Et ça c'est une manière de faire, et sinon il y a aussi la manière où on a un script pour les jeux narratifs, et en fonction de ce script on ajoute ce qui est vraiment nécessaire pour l'élaboration de ces scripts. Encore une fois ça c'est une méthode ça, c'est une méthode qui est très très propre à Rockstar. Donc c'est une façon de faire. C'est pareil, j'imagine, pour Nintendo. C'est des méthodes assez classiques, hein. Ils inventent rien, c'est comme ça qu'on fait un jeu, c'est normal. Fumito Ueda, lui, c'est différent, puisque son design par soustraction, eh bien c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il crée le maximum de choses. Alors il les crée pas, il les écrit, hein, il les storyboard, il les dessine, un maximum de choses. Et enfin, partant de ça, il se dit... ouais mais en fait ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin. Donc si on prend un Shadow of the Colossus par exemple, on va se retrouver, parce que c'était l'un des projets de Shadow of the Colossus, hein, je reviendrai dessus après, à la base c'était que ce soit multijoueur. Donc on avait deux personnages sur un cheval, sur des chevaux pardon, qui vont affronter un titan. Et là on se rend compte que en fait ça sert à rien d'être à deux, donc on l'enlève. C'est pareil, le colosse, on avait prévu qu'il avait par exemple des ailes et 3 phases. On se dit non en fait ça sert à rien, une phase ça suffit. Donc on lui enlève les ailes. Et c'est ça en fait le design par soustraction, c'est de partir vraiment d'une esquisse développée pour réduire. Donc c'est une forme de minimalisme au final, hein, ça en découle, hein, c'est comme ça qu'on obtient du minimalisme. Et on enlève le plus de choses possible pour obtenir quelque chose de très très sobre et très très pur. Et cette sobriété et cette pureté, c'est à mon sens vraiment ce qui définit Fumito Ueda, parce que si vous mettez la main sur Shadow of the Colossus, sur The Last Guardian ou encore sur Ico, il y a un moment, même pas un moment, c'est dès que vous avez lancé le jeu, il n'y a pas besoin d'avancer très loin, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour savoir que oui, en effet, je suis sur un jeu
de Fumito Ueda. Et ça, il y a très peu de game designers qui arrivent vraiment à apposer une patte artistique, d'où le lien justement avec le fait que ce soit un artiste. Il y a très peu de développeurs qui arrivent à faire ça. Je prends Rockstar Games, qui est un de mes studios préférés, ce sont des génies. Les mecs sont archi balèzes, techniquement c'est solide, artistiquement, enfin techniquement pardon, oui, c'est solide, les musiques c'est carré, les quêtes c'est extraordinaire, la mise en scène j'en parle pas, ce sont les maîtres incontestés du jeu vidéo. Cependant, on ressent pas de style à proprement parler, à part dans l'écriture, parce que forcément l'humour etc c'est typique Rockstar, mais dans le, comment on appelle ça, dans l'univers, dans la création des décors, dans le monde dans lequel on évolue, on ressent pas forcément une patte Rockstar. On ressent une patte Rockstar parce qu'on sait que c'est beau, parce qu'on sait que c'est exceptionnel. Hein. Je prends Red Dead évidemment, il n'y a aucun jeu qui lui arrive à la cheville. Cependant, ça pourrait être fait dans n'importe quel autre studio. Je veux dire, on sait qu'il y a Dan Houser est là, mais Dan Houser il est là pour le côté comique, encore une fois, pour le côté écriture, mais il n'est pas là pour le côté univers. Le côté univers, ça c'est réservé vraiment à plusieurs game designers. Il y en a très très peu, dont on reconnaît immédiatement la patte. Là en exemple, il y a Kojima. Kojima évidemment, où on reconnaît immédiatement. Hein, quand vous lancez un Metal Gear Solid ou un Death Stranding, immédiatement vous vous dites, ou même un Zone of the Ender, hein, rien que par rapport au bruit, rien que par rapport aux ambiances, rien que par rapport à la forme des choses, vous savez que ouais ok, on est chez Hideo Kojima. Shinji Mikami c'est pareil. Shinji Mikami quand il est passé et qu'il a fait The Evil Within, on ressentait cette patte Resident Evil du côté chez The Evil Within. Alors que dans les derniers Resident Evil, hein, qui sont exceptionnels, on ne reconnaît pas forcément le style Mikami. Ce sont des jeux exceptionnels, le 8 est génial, le 7 j'en parle même pas, il y a une ambiance dément, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas cette patte de l'artiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais c'est un côté vraiment très unique, et c'est un peu un truc qu'on retrouve aussi dans le cinéma, hein. On le retrouve aussi dans le cinéma, quand on regarde un film de... Par exemple, de Jean-Pierre Jeunet, hein, on reconnaît immédiatement l'empreinte Jean-Pierre Jeunet. C'est pareil pour même du... Oh, c'est horrible, j'ai oublié son nom. Du Martin Scorsese, c'est pareil, on reconnaît son style. On sait que l'artiste est passé par là, et c'est aussi valable pour la musique, et c'est aussi valable pour l'art visuel, donc les tableaux, etc. C'est quelque chose qui est très très propre. En autre exemple, hein, Silent Hill. Malheureusement, j'ai omis le nom du game designer. Donc c'est quoi? Donnez-moi 2 secondes. On avait dit, on était à la cool, donc on va regarder en direct. Le game designer de Silent Hill, j'ai oublié son nom, c'est absolument ignoble. Alors j'adore, pour anecdote, quand on tape sur Google game designer Silent Hill, ils nous mettent Hideo Kojima. Alors non, parce que c'est pas Hideo Kojima en l'occurrence, mais ça devait l'être, mais ça l'est pas. C'est Keiichiro Toyama. Voilà, donc Keiichiro Toyama, on reconnaît immédiatement son style. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très fort chez Fumito Ueda. Lui, on reconnaît son style de par et bien justement le côté très épuré, très simple, très limite parfois vide. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans chaque jeu. Et moi c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime chez Fumito Ueda, c'est sa particularité à réussir à nous raconter des histoires avec très peu de mots et très peu de choses. Et ça, c'est justement grâce à ce design par soustraction, puisque en faisant ça, Fumito Ueda réussit en fait à créer une espèce de connexion émotionnelle entre les joueurs et les personnages, puisque dans les univers de Fumito Ueda, il y a les personnages et il y a nous. Il n'y a rien entre. On a un univers qui est posé, donc c'est comme encore une fois, hein, généralement un univers très simple, très simpliste, très... Pas plat, c'est pas vrai, mais il y a du relief quand même, mais c'est très minimaliste encore une fois, très sobre, voilà c'est le terme, très sobre et épuré. Mais ça suffit. Pour se donner une idée, il suffit de regarder la jaquette d'Ico. Quand vous regardez la jaquette d'Ico, qui est juste extraordinaire, c'est une vraie œuvre d'art, la jaquette d'Ico, elle résume à elle seule ce qu'est Fumito Ueda. C'est-à-dire, on a Ico et Yorda qui se tiennent la main sur une plage, avec un pont en arrière-plan, des couleurs très pastel, très simples, et ça s'arrête là. C'est crayonné, c'est magnifique, et ça parle. C'est-à-dire que quand on regarde la jaquette, on sait que ouais ok, on va contrôler Ico, on va devoir sauver Yorda dans un univers mystérieux. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On n'est pas chez Marvel, hein, que j'apprécie beaucoup, mais vous prenez Marvel par exemple et vous comparez la jaquette d'Infinity War par exemple, ou de Endgame, où c'est plein de personnages de partout, il y a des explosions, il y a Thanos sur le côté qui fait la tête, il y a limite des trucs cachés dans les trucs cachés, il y a les pierres d'infinité, enfin bref, c'est des... Comment on appelle ça c'est du popcorn, voilà, c'est du popcorn, c'est-à-dire c'est popcorn mélange sucré-salé avec supplément de cheddar, régalez-vous. Là, Fumito Ueda, c'est différent, ce design minimaliste, on le ressent même jusque la jaquette, et c'est ça, encore une fois, qui crée la force émotionnelle, et c'est aussi pour ça que ce sont des jeux qui sont pas réservés à tous, c'est que il faut prendre le recul, il faut s'immerger pour se rendre compte, en fait, à chaque fois, des aventures qu'on vit.
Les aventures qu'on vit chez Fumito Ueda sont exceptionnelles, sont magnifiques, sont très émotives, ça prend aux tripes parce que justement on est plongé dans des mondes où on a une connexion émotionnelle entre les joueurs, entre le joueur et les personnages. Ça se base pas sur des dialogues, ça se base pas sur la mise en scène, ça se base vraiment sur une espèce de narration environnementale qui est racontée au travers de ces décors épurés qui servent de cheminement tout simplement dans l'univers. Donc voilà, ça c'est première particularité de chez les jeux de Fumito Ueda, c'est ce design minimaliste et ces espèces de narration implicite, puisque encore une fois, ça c'est un autre sujet, mais dans les œuvres de Fumito Ueda, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, donc les personnages ne parlent jamais. Alors quand ils parlent, c'est soit par un langage qu'on ne comprend pas, ou soit par une espèce d'onomatopée, mais il n'y a pas de ligne de dialogue, par exemple avec Iko lorsqu'il rencontre Yorda, qui va lui dire ah, je suis la princesse Yorda, aidez-moi. Non, justement, tout le concept du jeu, c'est de ne pas savoir qui elle est, de ne pas savoir ce qu'elle fait, et de devoir l'aider malgré tout, parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain tout simplement, et ça c'est un peu le message des jeux de Fumito Ueda, c'est qu'avant tout nous sommes des humains, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'est Fumito Ueda, et c'est pour ça que ces jeux souffrent de défauts, hein, comme tous les jeux, parce que lui et ses équipes ont fait des erreurs bien évidemment, mais dans l'ensemble le message quand même global il est nous sommes des humains. Et nous sommes des humains, nous ressentons des émotions, nous avons besoin de ressentir des émotions, nous avons besoin de nous entourer. Ça, c'est également un autre message que fait passer Kojima dans Death Stranding, hein, c'est le lien qui nous unit. Et ce lien, c'est vraiment le cœur aussi des jeux de Fumito Ueda, hein, que ce soit dans Ico avec Yorda et Iko, que ce soit dans Shadow of the Colossus avec la jeune femme, avec notre femme qu'on a perdue, ou encore Agro, notre cheval, qui est notre seul point de repère vivant en tout cas du jeu, hein, en enlevant les colosses, puisqu'on est là pour les tuer. Ou encore dans The Last Guardian, qui lui est l'apothéose en termes de message d'humanité, puisque là c'est clairement deux opposés qui s'attirent et qui vont devoir cohabiter pour réussir à produire des choses merveilleuses. Ça c'est le vrai message des jeux aussi de Fumito Ueda, c'est ça. Et c'est pour ça que ça rend ces expériences si uniques et si profondes, parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur les autres œuvres de jeux vidéo de manière générale. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de qui il est, de son espèce, on va dire, de charme artistique et ce qui fait sa grosse force, on va commencer à entrer un peu plus dans le détail et parler des jeux. Parce que là, je les ai quand même abordés, évidemment, parce que je vous ai dit je vous ai un peu dit les univers qu'il compose, etc. Mais on va rentrer un peu plus en détail avec ses productions, hein, ce qu'il a fait et ce qu'il a élevé au panthéon, en tout cas à mon sens, des game designers de jeux vidéo. Hein. Il est facilement pour moi, on le met dans la même échelle, on le met dans la même salle, pardon, que Hideo Kojima, que Shinji Mikami, ou même que Cliff Bleszinski dans un autre délire. Vous savez, des game designers ou Peter Molineux, hein, avec Fable, des game designers très médiatisés, mais surtout connus pour ou Miyamoto, comme moi je peux l'oublier. Toutes ces personnes-là, ils méritent en tout cas d'être érigés au même rang. Il a peut-être pas fait le même nombre de productions, mais qui peut le plus, peut le moins, et ce qu'il a fait est vraiment exceptionnel. Et pour ça, eh bien, on va commencer par Ico. Ico, il est sorti en 2001. Je vais tout de suite d'ailleurs vous raconter une petite anecdote parce que c'est une histoire que je raconte souvent mais les gens ont du mal à y croire et pourtant ce n'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. Il faut savoir que moi Ico je l'ai découvert très tôt, je l'ai découvert je crois 1 an, peut-être 2 ans après sa sortie, j'ai dû le découvrir en 2003 et je l'ai découvert de la manière la plus drôle. Il faut savoir qu'on avait un ami de la famille qui aimait aussi les jeux vidéo, on avait à peu près le même âge, hein, j'avais une dizaine d'années. Et quand je suis arrivé, lui il aimait les jeux vidéo aussi, mais il était un peu plus compliqué que moi sur ça. Moi j'ai toujours été très, très ouvert sur le jeu vidéo. J'aime tester des choses un peu conceptuelles. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'aborder des jeux conceptuels un peu plus tard dans les différentes émissions. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il a trouvé Ico par terre, voilà, tout simplement. En rentrant de l'école, il a trouvé Ico sous un banc. Vous allez me dire que ça n'a aucun sens, je suis d'accord, mais c'est une vérité. Donc c'était certainement quelqu'un qui venait peut-être de l'acheter, et avant de prendre le bus, le jeu est tombé de son sac, hein, très certainement. Et il l'a trouvé, et en fait il l'a lancé, il l'a détesté, et il me l'a donné. Et moi ça a été le coup de cœur direct. Ça a été le coup de cœur direct, puisque Ico, c'est, je l'ai déjà défini tout à l'heure, un jeu pas comme les autres. Ico, c'est quelque chose d'expérientiel. Donc pour remettre un peu le contexte, on y incarne donc Ico, un garçon à cornes, qui est emprisonné dans un château, il sait pas pourquoi, et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Yorda, et une amitié va se créer malgré la barrière de la langue, malgré la barrière de la compréhension, malgré la barrière du comportement. Les deux vont se lier d'amitié, et vont s'accompagner tout simplement pour se sauver mutuellement, même si bon, c'est quand même plus Ico qui va sauver Yorda, même si le jeu nous met quand même l'accent sur le fait que sans Yorda, on ne peut pas sortir des pièces, puisque
En gros, le jeu est composé en espèce de puzzle, hein. Donc c'est des pièces dans lesquelles on doit sortir à chaque fois, et ces pièces, elles ont très souvent soit une énigme, ou soit quelque chose de caché à récupérer pour sortir. Et il faut savoir qu'en fait, on ne peut jamais sortir sans Yorda. Yorda est indispensable, puisque c'est elle qui permet, grâce à un pouvoir, d'ouvrir les portes. Donc ça, c'est pour ça aussi que même si Yorda est la princesse en détresse, il faut quand même pas oublier que sans elle, eh bien, nous ne pourrions pas survivre. Ça, c'est très intéressant, et c'est comme ça aussi que on aligne game design et comment on appelle ça, game design et histoire, hein, puisque bah, forcément le fait qu'on puisse pas sortir sans elle, ça nous impose de faire le jeu, donc de la sauver, ça c'est du game design, et en même temps ça sert l'histoire parce que c'est ce qui crée du coup encore une fois ce lien émotionnel entre Ico et Yorda. Donc le jeu en lui-même, il met l'accent sur la solitude, hein, donc c'est un peu le paradoxe, mais c'est un duo solitaire, puisque malgré le fait qu'on soit ensemble, avec Ico et Yorda, ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun, qui au début n'ont rien à partager, donc il y a vraiment ce côté, bah, c'est pas 1 plus 1 égale 3, quoi, c'est vraiment 1 plus 1 égale 1 plus 1, quoi, donc c'est deux personnages qui ne sont pas du tout ensemble, et ça crée cette espèce de solitude, puisque nous on incarne Ico, on a envie de protéger Yorda, mais d'un côté, on sait pas non plus vraiment ce qu'on fait là, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'elle veut, donc c'est assez bizarre comme manière de faire, même si on finit par s'attacher au fil des heures, mais au début, en tout cas, la solitude est vraiment de mise, puisque bah, tous les décors, Fumito Ueda oblige, sont très minimalistes. Donc généralement, ça va être des grandes salles très vides, mais qui dit vide ne veut pas dire moche, attention, parce que ça peut être vide et techniquement incroyable, et c'est le cas dans les jeux de Fumito Ueda. Donc c'est très vide, mais c'est vide de sens. C'est un peu voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est vide de sens, donc ça raconte beaucoup de choses avec peu. Et ça c'est bah, la grande particularité aussi des œuvres de Fumito Ueda, et ça se ressent d'autant plus dans celui-ci. Le gameplay, quant à lui, il est pareil, il est extrêmement simple. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, hein, on peut juste sauter, avancer, et surtout tenir la main d'Yorda. Tenir la main d'Yorda, c'est tout le message d'Ico, c'est se prendre la main, c'est s'accompagner, c'est se protéger, c'est se lier. Et c'est exactement tout ce qui définit Ico, et je trouve que d'une certaine manière, c'est tout ce qui définit aussi la carrière de Fumito Ueda, puisque c'est des choses qu'on va retrouver dans l'ensemble de ses jeux. La coopération et l'entraide, elles passent par la première chose, qui est se tenir la main pour se comprendre. Quand on est aveugle, le contact nous permet de voir. Quand on est sourd, le contact nous permet d'entendre. Quand on n'a pas d'émotion, bah, le contact permet de ressentir des choses. Et ça, le contact, c'est vraiment le cœur de Fumito Ueda. Et c'est aussi le cœur de son gameplay, puisque Fumito Ueda, encore une fois, en tant que maître de la soustraction, du développement par soustraction, design par soustraction, excusez-moi, tout se joue avec un bouton. Ce bouton, c'est le bouton R2. Et c'est le bouton qui, dans les 3 jeux de Fumito Ueda, va être le bouton indispensable. Pourquoi ? Parce que dans Ico, c'est celui qui nous permet de prendre la main de Yorda. Dans Shadow of the Colossus, c'est celui qui nous permet de nous accrocher au colosse et de nous y tenir. Et dans The Last Guardian, c'est celui qui nous permet également de nous accrocher aux plateformes ou encore de jeter des caisses à tricot. Et ce bouton R2, alors c'est R2 mais ou R1, ça dépend comment vous jouez, mais à la base c'était R1, et avec le remake de Shadow of the Colossus c'est devenu R2, et avec The Last Guardian je crois que c'est toujours R2 si mes souvenirs sont bons. Mais de base en tout cas, ce bouton R1 ou R2, appelez-le comme vous voulez, qui est le bouton d'action principal, bah, c'est celui en fait qui va vraiment tout définir dans le jeu, parce que c'est celui qui va être ce lien entre vous et le jeu. Entre vous et ce que le jeu veut vous raconter. Entre Ico et Yorda, entre Agro et Wonder, et entre le jeune garçon et Trico. C'est exactement ça ce bouton, et c'est pour ça que tout le gameplay est basé sur ça. Et donc dans Ico, il se matérialise de manière très simple. Vous avancez dans des salles, et vous devez eh bien tenir la main de Yorda pour l'accompagner avec vous, pour l'emmener là où vous souhaitez qu'elle aille, pour lui faire comprendre que là vous avez besoin d'aide pour une énigme, pour lui faire comprendre que là vous avez besoin de quelqu'un pour tenir l'échelle pendant que vous montez, que vous avez besoin de quelqu'un pour aller pour passer sous une cavité pendant que vous la protégez. C'est exactement tout ça en fait, et c'est pour ça justement que c'est extrêmement important ce concept du bouton, et le bouton unique c'est vraiment ce qui définit tous les gameplays de Fumito Ueda. Ça me fait d'ailleurs, je me permets une aparté, hein, parce que j'entends beaucoup de gens récemment, des suites d'une vidéo d'un certain youtubeur dont je tairai le nom, dire que le gameplay de Shadow of the Colossus par exemple est mauvais. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Sur l'ensemble des jeux de Fumito Ueda, dire que le gameplay est mauvais est tout simplement signe d'une incompréhension complète des œuvres. Et ça c'est quelque chose sur lequel je tiens à insister, et c'est valable pour Shadow of the Colossus, c'est valable pour Ico, et c'est valable pour The Last Guardian. Le gameplay est bourré de défauts,
Mais ce sont des défauts, ce sont des défauts de développement, hein, simplement, comme des problèmes de caméra, des problèmes de collision. C'est chiant, parfois ça répond pas très bien, etc. Mais le gameplay en lui-même, l'expérience de jeu dans les 3 jeux n'est absolument pas mauvaise. Je ne peux pas, ça c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. C'est une preuve en fait de... c'est un manquement primaire en fait aux connaissances du jeu vidéo, parce que non, ce n'est pas un mauvais gameplay. Au contraire, il est extrêmement profond, et c'est ce qui permet de définir l'expérience. Alors peut-être que oui, dans Ico, on aurait aimé dire ah bah nous on voulait porter Yorda sur notre dos, ah bah on aurait aimé, je sais pas moi, nous battre avec Yorda, peut-être avoir plusieurs armes, peut-être se battre avec 2 épées, etc. Mais en fait, non, tout ça aurait servi à rien, et tout ça, ce sont des choses qui avaient été prévues dans la soustraction de design faite par Fumito Ueda. Ça a commencé comme ça, c'était prévu comme ça, sauf que ça a changé. Ça a changé parce que pour faire passer le message que Fumito Ueda souhaitait, on avait besoin de se retrouver justement avec ce gameplay très minimaliste, et d'incarner un personnage, par exemple dans Ico, qui ne peut que sauter, et encore quand je dis sauter, il saute comme moi je sauterais, hein. C'est-à-dire qu'il saute pas comme un personnage de jeu vidéo, il saute comme un enfant qui ne sait pas sauter. C'est-à-dire qu'il trébuche, si vous tombez de 3 cm, il se casse la figure, Yorda, j'en parle même pas, et il glisse à longueur de temps, il sait pas s'accrocher, parce que c'est un humain, et ce gameplay, il est là aussi pour nous immerger dans cette profondeur cette profondeur émotionnelle, et nous faire comprendre que les personnages qu'on incarne ne sont pas destinés à être des héros de jeux vidéo. Ce ne sont pas des héros, ce sont simplement des êtres vivants qui souhaitent s'en sortir et qui vont devoir collaborer. Et ils vont collaborer comment ? En se tenant la main, puisque c'est le seul lien qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est un gros aparté sur le gameplay de Ico, et je reviendrai plus tard sur celui des autres. L'autre particularité aussi de Ico, et ça c'est encore une fois propre à tous les jeux de Fumito Ueda, mais surtout à Ico et notamment The Last Guardian, moins dans Shadow of the Colossus, il n'y a pas d'HUD. Donc l'HUD, pour information, c'est l'interface. C'est ce qui nous permet d'avoir des informations à l'écran, comme par exemple la barre de vie, combien d'objets il vous reste. Voilà, le HUD est propre à plusieurs jeux, hein. Si vous voulez des mauvais exemples d'HUD, allez voir les jeux free-to-play et vous verrez ce que c'est un mauvais HUD, hein. Vous savez, c'est quand c'est bourré d'informations à l'écran, on comprend rien, c'est dégueulasse. Ça, c'est un mauvais HUD. Dans Ico, il n'y a pas d'HUD, tout simplement. Il n'y a pas d'interface à l'écran. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a pas de barre de vie, parce qu'il n'y a pas de barre de progression, parce qu'il n'y a pas d'objet, parce qu'il n'y a rien à utiliser. La seule chose que vous avez, c'est des bâtons que vous trouvez par terre et vous en servez pour les taper. C'est tout. Il n'y a pas de timer. Quand Yorda se fait kidnapper par des ombres et que vous avez X temps pour la sauver, on n'a pas besoin de vous dire combien de temps vous avez. Vous le saurez parce que de toute façon, il y a une... comment on appelle ça ? J'ai oublié le terme, excusez-moi, en fait j'ai été perturbé par un message qui vient d'arriver, c'est pour ça que ça m'a perdu, mais il y a une caméra qui va s'isoler en fait, l'écran va se scinder et qui va s'isoler sur Yorda et qui va vous montrer en fait que oui, elle est en train de se faire capturer, tout simplement. Niveau réception, bon, ça n'a pas été un succès commercial, vous vous doutez bien, parce qu'il y avait quand même une grosse prise de risque avec Ico, puisque je reprends, hein, on est en 2001. 2001, donc on a de mémoire, hein, je vais quand même vérifier, mais je crois que GTA 3 est déjà sorti. GTA 3 c'est 2001, c'est ça, donc octobre 2001, tandis que Ico c'est... Ico... Je suis désolé, je regarde certaines infos en direct, parce que j'ai des fiches, mais j'ai pas tout prévu non plus. Ah, il est sorti juste avant GTA. Mais ça vous donne quand même une idée de... justement, on est déjà dans un monde où la vision du jeu vidéo, elle a changé. C'est-à-dire qu'on commence doucement mais sûrement à s'éloigner de la plateforme. La PlayStation 2 vient de sortir, donc on est sur des écosystèmes vraiment où les gens, en fait, là, ils veulent de la claque. Donc ils veulent... du Wipeout à toute barzingue avec des effets de malade, ils veulent du Gran Turismo, ils veulent du Ratchet Clank, ils veulent du... ils connaissent pas encore, mais ils veulent du Jak and Daxter, ils veulent du GTA qui arrive, ça va faire très très mal. Donc là on commence vraiment à entrer dans un nouveau monde. Là on s'est bien amusé jusque maintenant avec les Crash Bandicoot, les trucs en 2D assez mignons, etc. Mais là c'est bon, là on veut plus, les joueurs ont changé, les joueurs ont mûri, et l'arrivée de la PS2, parce qu'il faut se rappeler quand même que la com de la PS2, c'était pas une com familiale, hein. C'est-à-dire que la communication et le marketing de la PlayStation 2, c'était très orienté sur les vrais bad boys qui veulent passer dans le futur. C'est fini là, on n'est plus là pour s'amuser, on est là pour prendre des claques, on est là pour évoluer. C'était un peu le message de la PlayStation. Donc forcément, quand il y a un jeu comme Ico, qui de prime abord a l'air tout mignon, tout simpliste, avec un petit univers assez poétique, etc., qui débarque, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait sur les attentes des joueurs à ce moment-là. Et évidemment ça se ressent puisque le jeu n'est pas un succès commercial, mais il a au moins le mérite d'être un succès critique, puisque immédiatement à sa sortie,
tout le monde est apte à reconnaître que, en effet, on a dans les mains quelque chose d'extraordinaire. On a une direction artistique jamais vue, on a une atmosphère unique en son genre, on est quand même pour la première fois face à ce design par soustraction, donc c'est la première fois où on a vraiment ce minimalisme, mais qui fonctionne aussi bien, où là on se dit ouais d'accord, il manque des textes, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce que ça sert l'histoire, et ça au moins ça fait quand même plaisir de voir que les journalistes à l'époque l'ont compris, et de même que les joueurs d'ailleurs, hein. La preuve, hein, j'étais jeune et pourtant je m'en souviens parfaitement, j'y jouais en cachette avant d'aller à l'école. Je prenais une claque à chaque fois, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces grandes salles vides. Quand on appelait, un truc tout bête, hein, mais quand on appuyait sur le bouton pour appeler Yorda, ou Ico criait, on entendait l'écho. On entendait l'écho se répercuter à travers les textures, à travers le vide, on entendait le vent, on se repérait, voilà, on savait qu'il y avait une sortie pas loin parce qu'on entendait le vent et c'était un repère visuel. C'était quand même assez extraordinaire, c'est pour vous donner une idée quand même d'à quel point c'était très bien fait, très bien pensé. Et ça, les journalistes s'en sont rendus compte et ça a valu au jeu de très belles critiques presse. Mais à l'époque, il n'y avait pas internet, donc forcément, en tout cas, pas internet comme aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas aidé et le jeu n'a pas été un succès commercial, faut le dire. Il a fallu attendre 4 ans, et 4 ans plus tard est sorti pour moi le point d'orgue de la carrière de Fumito Ueda, l'œuvre ultime, mon jeu vidéo préféré, évidemment Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, je pense même que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, parce que Shadow of the Colossus c'est quelque chose. J'ai dit qu'on prenait notre temps, mais je pense que j'ai pas assez de temps pour prendre le temps d'expliquer ce qu'est Shadow of the Colossus, parce que c'est tout simplement une merveille. C'est une merveille. C'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Wander, qui brave les consignes de son village, qui va sur des terres interdites pour affronter des colosses, David contre Goliath, dans le but de sauver sa bien-aimée qui a été sacrifiée. Tout simplement, c'est ça Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de quête annexe, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de choses à voir, il y a des choses à voir, il n'y a pas de choses à faire, c'est extrêmement limité, mais c'est ça qui fait tout le sel et toute la saveur de Shadow of the Colossus, c'est vous, Wander, votre cheval et les colosses. Dans un monde ouvert gigantesque, hein, le monde ouvert est très très grand, même maintenant, faut savoir que j'y rejoue quasiment une fois tous les 2 mois, chaque fois que j'y joue, je me repère dans le... Je me repère, quand je dis je me repère, c'est je me re-espace perds, donc je me perds à nouveau dans ce monde ouvert qui est juste exceptionnel, parce qu'il est grand au final, et il est très... comment dire ça ? Il y a beaucoup de relief, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, c'est pas forcément plat, donc il y a des moments où il va falloir passer dans des cavités, on peut monter, descendre, c'est très précis, et malgré tout, en fait, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est ouf, c'est que dans ce monde ouvert de Shadow of the Colossus, il n'y a rien à y faire. Et beaucoup se disent, en fait, on aurait pu se passer du monde ouvert et mettre directement les colosses à la chaîne. Mais en fait, non, parce que ça fait partie, encore une fois, c'est Fumito Ueda pur jus, ça fait partie de l'univers et ça fait partie des émotions que de se retrouver perdu dans cette vallée et de se demander à peu près toutes les 5 minutes, mais qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que je vais ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi ça existe ? Qu'est-ce que ça raconte ? On se pose des milliers de questions sur l'univers de Shadow of the Colossus, et c'est des questions dont on n'aura jamais la réponse. Il n'y a pas de réponse, parce qu'en fait, c'est à nous de nous forger cette idée reçue sur ce qu'on pense, et de se dire « Ah, donc c'était ça !» C'était ce monde ouvert, voilà, complètement vide, mais qui en même temps nous plonge dans une espèce de détresse visuelle, et même au niveau du gameplay, et c'est quand même assez ouf, et c'est très très bien retranscrit dans Shadow of the Colossus, et c'est pour ça que oui, pour moi, le monde ouvert, il est indispensable. Au niveau de la thématique du jeu, on est vraiment sur une thématique très, encore une fois, très humaine, hein, puisqu'on est sur le sacrifice à la fois de soi, le sacrifice de ses convictions, le sacrifice d'autrui, parce que clairement, hein, Shadow of the Colossus nous fait comprendre par sa mise en scène que les colosses qu'on abat, en fait, ils sont pas si méchants que ça. Je vais pas spoiler parce que ce serait dommage si des gens n'ont pas fait le jeu, mais dans l'idée, ce qui se passe à la fin de Shadow of the Colossus nous montre quand même qu'au final, on n'est peut-être pas si gentil qu'on le croit, mais en même temps on n'est pas méchant parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait par amour et par loyauté, donc c'est un peu ce paradoxe, et de toute façon tout est question de paradoxe avec les œuvres de Fumito Ueda, hein, ça faut pas l'oublier. Je me suis un peu chauffé tout à l'heure sur le gameplay. Je vous en avais parlé, hein, je vous ai dit quand on parlait de
des gameplays de Fumito Ueda de manière générale que c'était quelque chose qui m'irritait quand j'entendais dire que le gameplay de Shadow of the Colossus était mauvais, et c'est l'occasion de revenir dessus. Alors, le gameplay de Shadow of the Colossus, il est très simple, hein. Je vous ai raconté l'histoire, vous êtes Wander, vous devez éliminer 16 colosses pour ressusciter votre femme. C'est une promesse, hein, c'est une légende antique, on peut dire presque. Et donc, ni une ni deux, vous prenez votre épée, une épée que vous avez volée au village, et vous allez bien chercher les colosses. Le gameplay, il s'articule en deux phases. On a la phase de recherche, qui de base, en elle-même, est un élément du gameplay, puisque c'est à ça que sert le monde ouvert. Du coup, vous allez devoir, avec votre épée, suivre la lumière du soleil, vous orienter pour trouver le colosse. Il n'y a aucun indice à part la lumière. Donc vous brandissez votre épée au ciel et un faisceau de lumière vous montre la direction à suivre. Donc vous devez suivre, sauf que c'est pas si simple que ça, puisque comme je l'ai dit, le monde il est assez escarpé, hein, c'est pas une plaine vide, hein, et donc vous allez devoir chercher. Parfois vous allez vous tromper, vous allez faire des allers-retours, vous allez passer 1 heure à vous énerver, vous allez suivre un chemin complet et arriver au bout de la map et en fait vous rendre compte que la lumière ne vous montrait pas le bout de la map, mais une grotte qui était cachée sous la map et vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, c'est très très spécifique, hein. Il y a parfois vous allez devoir juste contourner une montagne, sauf que pour contourner cette montagne, il faut trouver la bonne entrée, parce que si vous ne trouvez pas la bonne entrée, vous n'allez pas contourner la montagne mais la traverser, et donc ne pas ressortir du bon côté. Bref, vous avez compris un peu le truc, c'est chiant limite, mais ça fait également partie de l'aventure, puisque toutes ces phases, hein, qui sont presque d'ailleurs plus longues que les combats en eux-mêmes, c'est celles qui vous permettent encore une fois de ressentir cette solitude, parce que durant ces phases-là, il n'y a ni musique, ni mise en scène, vous n'avez que le bruit de votre cheval, le bruit du vent et le bruit des éventuels animaux qui pourraient passer par là, comme des aigles ou des oiseaux ou ce genre de créatures. Donc à partir de là, c'est vous et vous-même. C'est un peu, vous avez l'algorithme, la phrase de la bip et du couteau, hein, pour ceux qui connaissent, c'est un peu ça. Là, vous êtes avec vous-même, et ça, c'est la première phase de gameplay. La deuxième phase du gameplay de Shadow of the Colossus, c'est bien évidemment l'affrontement avec les colosses. Et qui dit un affrontement de colosses, et je pense que c'est pour ça que beaucoup critiquent le gameplay, c'est que vous n'allez pas les affronter. Il n'y a pas d'affrontement. C'est impossible. Je veux dire, concrètement, il va falloir arrêter au bout d'un moment. Vous êtes un humain qui fait 1m75, vous ne pouvez pas affronter un colosse qui fait quelque chose comme 15 à 20 mètres de hauteur avec votre épée et votre arc. C'est impossible. Pour ce faire, vous allez devoir réfléchir et trouver où sont ses points faibles pour l'abattre. Donc ce n'est pas un combat, c'est une chasse. Et elle est là la grosse différence, et il est là tout le gameplay de Shadow of the Colossus, c'est que vous ne vous battez pas contre des colosses, vous les abattez, vous les chassez. Vous devez trouver leurs points faibles, et une fois que vous les avez trouvés, vous les dézinguez. C'est ça la grosse particularité avec le gameplay de Shadow of the Colossus. Et je pense que c'est peut-être pour ça que des gens sont déçus et se disent que ce n'est pas un bon gameplay, puisque on n'affronte pas les colosses. Parce que non, Shadow of the Colossus, ce n'est pas un jeu d'affrontement, c'est un jeu d'énigmes. Parce que oui, chaque combat est une énigme, tout simplement une énigme environnementale, une énigme structurelle, une énigme de design. Vous allez devoir à chaque fois trouver la solution pour gravir le colosse. Sur le colosse 1 par exemple, c'est le plus facile et le plus connu, vous allez devoir taper sur sa cheville pour qu'il s'agenouille afin de grimper sur son dos. Je prends un colosse par exemple, celui qui est sous l'eau, vous allez devoir l'attirer pour vous accrocher à une de ces espèces de bronchies pour réussir à lui monter dessus. Le colosse aérien, vous allez devoir percer ses réservoirs d'air afin de l'obliger à descendre en altitude. Et c'est tout ça le gameplay de Shadow of the Colossus. Donc oui, c'est du gameplay. Donc encore une fois, ceux qui disent que le gameplay de Shadow of the Colossus est mauvais, vous ne l'avez simplement pas compris. Vous n'avez pas compris que le gameplay de Shadow of the Colossus, ce n'est pas de l'action à proprement parler, c'est une énigme. Vous êtes sur un jeu d'énigmes, vous êtes sur un jeu comme Myst, vous êtes sur un jeu comme une énigme de Resident Evil. C'est ça qui est justement la particularité de Shadow of the Colossus, c'est que ce ne sont pas des combats. Alors oui, on s'attend à vivre un affrontement épique à base de coups d'épée, etc. Mais en fait, vous ne mettez quasiment pas de coups d'épée. Les seuls coups d'épée que vous allez mettre sont ceux qui vont vous servir à abattre l'ennemi, tout simplement. Et c'est ça, encore une fois, la particularité, puisque cette volonté de Fumito Ueda, elle sert une chose, encore une fois, c'est l'émotion. Puisque en passant par là, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous prenez le recul, vous vous dites, mais en fait, je n'affronte pas un ennemi, je le tue. C'est aussi simple que ça. C'est ça la grosse particularité du gameplay. Et ne pas reconnaître que ce gameplay est bon et ne pas le comprendre, tout simplement.
parce que, encore une fois, tout comme pour Shadow, tout comme pour Ico, on a encore affaire à la soustraction de design de Fumito Ueda, parce qu'à l'origine, ce qui était prévu, c'était une chasse à plusieurs. L'objectif au début, c'était vraiment d'avoir plusieurs personnages sur une map à dos de chevaux, et de dézinguer en fait les colosses à plusieurs. Donc lui tirer dans les jambes, le faire tomber, un peu voilà, l'affrontement tel qu'on l'imagine en fait avec un colosse. Et ça, eh bien, ça a fait partie des choses qui ont été enlevées par Fumito Ueda pour se dire, plutôt que faire ça, on va partir sur un affrontement en 1v1, beaucoup plus simpliste, avec justement, encore une fois, quelque chose qui n'est pas un combat, mais juste une chasse, tout simplement. Et c'est ça la grosse particularité du gameplay de Shadow of the Colossus, contrairement à ce qu'on peut croire en tout cas, et à ce que les gens pouvaient imaginer. Ça en fait une grosse particularité parce que oui, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de combat. Notre épée, en fait, elle sert, comme je vous l'ai dit, quasiment à rien. Le seul intérêt de l'épée, c'est taper sur les points faibles. L'arc, c'est pareil. L'arc, il va nous servir peut-être 1 à 2 fois dans le jeu, dans des boss particuliers. Par exemple, le boss aérien, hein, où vous allez devoir utiliser vos flèches pour le faire redescendre. Mais ça s'arrête là. Et c'est ça la grosse force du gameplay de Shadow of the Colossus. Et cette grosse force, elle est encore une fois basée sur un concept que j'ai déjà abordé, le One Button, un seul bouton. Et ce bouton, encore une fois, c'est le bouton R1 qui vous sert, R2, qui vous sert à vous accrocher à l'adversaire. Ça sert à vous accrocher au colosse, à pouvoir l'escalader, à pouvoir monter sur lui, etc. etc. Et c'est ce bouton qui fait la grosse différence. Et encore une fois, ce bouton est le lien, parce qu'il est le lien qui vous permet de monter sur aggro, il est le lien qui vous permet de gravir les colosses, et il est le lien qui vous permet de rester accroché à la vie, de rester accroché à votre combat, et de rester accroché justement à votre volonté, qui est de sauver votre femme. Donc vous voyez un peu le cheminement quand on prend la peine d'analyser réellement Shadow of the Colossus, et à quel point c'est profond. Donc non, encore une fois, je m'en fais le fervent défenseur, le gameplay de Shadow of the Colossus n'est pas mauvais. Loin de là, il est très très bon, il est très simple. Encore une fois, il a des bugs, ça c'est vrai, il y a des gros soucis de caméra par moment, il y a des problèmes avec il y a un peu d'input lag, ça arrive qu'on tombe alors qu'on était accroché, mais dans l'ensemble, non, le gameplay n'est pas mauvais. Il a ses défauts comme tous les jeux vidéo, hein. Je prends par exemple Red Dead Redemption 2, n'en déplaise à ceux qui adorent le jeu dont moi, le gameplay de Red Dead Redemption 2 n'est absolument pas bon, n'est absolument pas extraordinaire. Clairement, donc quand j'entends dire qu'on critique le gameplay de Shadow of the Colossus pour encenser celui de Red Dead 2, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le gameplay de Red Dead Redemption 2, il est extrêmement lourd. Il laisse part à quasiment aucun fun. Donc non, ce n'est pas vrai. Encore une fois, le gameplay de Shadow of the Colossus est fabuleux. Et on rajoute à ça certainement le plus gros point fort, puisque là je vous ai dit, voilà, on a encore un environnement très Fumito-Uedesque, hein, avec encore des grandes plaines vides, des ruines qui sont là, mais on se demande pourquoi, je vous l'ai déjà dit, hein, on se pose la question de savoir pourquoi tout ce monde existe, mais au final on n'a pas de réponse, parce que il n'y en a pas, tout simplement, c'est la vie, elle existe, elle est là, on n'a pas besoin de chercher à savoir pourquoi. C'est un peu le message du jeu, et on rajoute à ça une cerise sur le merveilleux gâteau, la musique. La musique, elle est signée Ko Otani, un compositeur de brillant, et il signe là pour moi, je vais pas me gêner, la meilleure bande-son de l'histoire du jeu vidéo. À presque égalité avec celle de Silent Hill 2, mais en tout cas, on a une bande-son qui est exceptionnelle. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, allez juste écouter. Allez écouter par exemple la musique d'introduction, hein, Into Promised Land, je sais plus comment il s'appelle le thème, allez écouter celui-ci. Allez écouter le thème quand on abat les colosses, hein, une musique qui parle tellement, parce que les musiques dans Shadow of the Colossus, elles parlent, elles racontent quelque chose. Et encore une fois, c'est ça toute la force de Fumito Ueda, c'est de raconter des choses avec le moins de choses possible. Fumito Ueda, il raconte des choses avec un grain de sable. Donc chaque ruine raconte quelque chose, chaque nuage raconte quelque chose, et chaque mélodie raconte quelque chose. Encore une fois, la mélodie, quand on abat les colosses, on comprend qu'à la fin du jeu, ce qu'elle raconte. Et elle raconte quelque chose de terrible. Elle raconte un lourd tribut, elle raconte un sacrifice, elle raconte une responsabilité morale. Elle est juste exceptionnelle. Donc non seulement elle est bonne, et en plus elle raconte des choses fabuleuses. Et c'est ça la grosse force, encore une fois, des œuvres de Fumito Ueda, c'est de réussir justement à raconter des choses sans passer par les dialogues, sans passer par la mise en scène, sans passer par des tonnes d'informations, etc. C'est vraiment, encore une fois, une preuve de ce qu'on appelle le design par soustraction. Et c'est vraiment le résumé de cette vidéo, hein. Il y a une chose que vous devez retenir sur Fumito Ueda, c'est le design par soustraction. C'est le fait de dire partir de très grand et d'enlever ce qui est superflu pour rester sur quelque chose de très très grand avec peu.
Et c'est ce qui permet justement de proposer des jeux aussi bons, parce que bah voilà, on se contente de peu, mais on se contente de bien. Et ça, c'est exceptionnel, parce que ce sont des jeux avec des petits budgets, hein. Je vais regarder le budget de Shadow of the Colossus en direct. Combien il a coûté, je sais plus. Là, c'est le film, non. Alors, je vais pas en parler. Je vais pas parler du film. Bon, il n'y a pas le coût de développement. Je trouve pas le coût de développement, c'est assez dommage. Attendez. Ouais, non, on sait pas trop. On sait pas combien il a coûté. Il a pas le prix. On sait que le film devrait coûter 12 millions, mais je pense que le jeu n'a même pas coûté autant, hein. Il a vraiment pas dû coûter très cher. Donc voilà, et on a fait avec ce qu'on pouvait pour raconter des choses et il n'y avait pas besoin de plus. Clairement, il n'y avait pas besoin de plus. Shadow of the Colossus est une merveille. On a cette histoire qui est accompagnée par 3 cinématiques dans le jeu, une cinématique d'intro, une cinématique au milieu, une cinématique à la fin. C'est aussi simple que ça. Avec 3 cinématiques qui font en tout pour tout peut-être 25 minutes grand max, on a toute l'histoire, on comprend tout, on sait où on est, mais pour ça il faut finir le jeu. Les combats, bah voilà, les combats, je vous ai dit, ce sont en fait des énigmes en temps réel, ce sont des énigmes mouvantes. J'ai pas parlé évidemment du côté titanesque, hein, des colosses, puisque ça c'est la grosse force du jeu aussi, hein, parce que vous savez, même en 2024, j'ai pas trouvé beaucoup de jeux qui ont réussi à montrer l'immensité des colosses de Shadow of the Colossus. Pourtant, hein, dans God of War, on affronte quand même de sacrées créatures, hein. On affronte à un moment donné Chronos qui fait littéralement la taille d'une planète. On affronte quand même des choses assez démentes, hein. Mais pourtant, je trouve qu'en termes de mise en scène, on n'est pas face à ce que réussit à proposer Shadow of the Colossus, parce que Shadow of the Colossus, c'est également très cinématographique. Donc c'est beaucoup de plans de caméra. Par exemple, le fait que Wonder ne soit pas au centre de l'écran, mais sur le côté, hein, ça vous le remarquerez, Wonder n'est pas situé au milieu. Il est situé en bas à gauche. Donc c'est pas une vue épaule, mais c'est pas pour autant une vue... comment on appelle ça, une vue de derrière. On est sur quelque chose d'un peu cinématographique, avec Wonder en bas à gauche de l'écran, et ça permet évidemment, technique de base, ça c'est une technique cinématographique et artistique de base, donc on ressent encore l'artiste, ça permet tout simplement de se rendre compte de l'immensité du monde qui nous entoure, et l'immensité que ce soit des créatures qu'on va affronter, ou l'immensité des environnements. Je veux dire, quand on voit le pont central dans Shadow of the Colossus, celui qui mène aux terres interdites, il est juste complètement ouf. Et quand on prend la peine de déverrouiller le passage secret qui permet d'aller jusqu'en haut du pont, hein, donc pour ça il faut finir le jeu à peu près 6 fois, hein, rien que ça permet de se rendre compte encore plus de l'immensité et de la démesure du bordel. C'est invraisemblable. Et ça, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux qui ont réussi à le faire. Récemment, je l'ai remarqué avec Armored Core, donc c'est tout bête, hein, mais Armored Core, qui est un jeu de From Software avec les robots. Il y a un moment donné, on affronte un certain boss qui est vraiment gigantesque. Et là, j'ai retrouvé vraiment ce côté Shadow of the Colossus. Je me suis dit, ah oui, en effet, on affronte un vrai colosse. Et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi à le faire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour Shadow of the Colossus parce que je veux pas non plus que ça dure 1h30. Et niveau réception, Shadow of the Colossus, il a encore une fois pas trop vendu. Ça n'a pas été le jeu de l'année, hein, parce qu'encore une fois, il est sorti à un moment donné pareil, hein, tout comme Ico. Ico est sorti avant GTA 4 et GTA 3 pardon, et il me semble que Shadow of the Colossus en 2005 il sort un peu de temps avant un certain San Andreas, donc pareil, on est une époque où les gens ils veulent pas forcément jouer à ça. Malgré tout, il se vend quand même mieux que Ico, hein, parce qu'il bénéficie des retombées d'Ico quand même, parce que quand Ico est sorti, forcément ça a été connu comme un petit chef-d'œuvre, une petite pépite, hein. Donc quand il est ressorti, quand Shadow of the Colossus a suivi, naturellement, les gens ont quand même un peu plus suivi le mouvement qu'avec Ico, pardon. Mais ça n'en fait pas pour autant le top des ventes. Il a bien eu son remake en 2000, je sais plus combien, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est 2014. Il a eu son remake sur PS4, hein, donc pareil, lui par contre c'est très bien vendu, donc c'est très appréciable. Mais le jeu a été surtout un gros succès critique, puisque à l'heure actuelle, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Rien que pour ça. Et d'ailleurs, c'est en 2018 qu'est sorti le remake, je viens de me rappeler. Et qui a permis du coup de le rendre encore plus accessible à une génération de joueurs qui n'auraient pas pu connaître, et de corriger les quelques bugs de gameplay, n'en déplaise encore une fois à ceux qui disent que son gameplay est mauvais. Donc voilà. Et enfin, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin, puisque là on va parler de The Last Guardian, le dernier vrai gros jeu de Fumito Ueda, l'Arlésienne, hein, comme on l'a appelé. Puisque The Last Guardian, ça a été compliqué. Et The Last Guardian, ça a été très 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 compliqué, puisque sa première annonce a été de mémoire en 2009, pour vous donner une idée.
Et le jeu est sorti en 2016. Voilà, donc une énorme attente. 7 ans de développement, un développement mis en pause un nombre incalculable de fois, ça a failli ne pas sortir, ça a failli être annulé. Attendez, je vais juste regarder la date d'annonce de The Last Guardian parce que je veux pas vous dire de bêtises quand même, c'est un chiffre que j'ai pas. Euh, la date de sortie est annoncée lors de l'E3, ouais mais non, le tout premier trailer c'était quand Alors j'arrive pas à retrouver, alors ça c'est ouf à croire que les archives ont été... Premier trailer The Last Guardian. Le tout premier trailer... Ouais, enfin, en 2016, le jeu a vraiment fait parler de lui, mais la toute première annonce, c'était 2009. Voilà, 2009, c'est ce que j'avais dit, je crois. Donc 2009, et le jeu sort en 2016, ça a été une catastrophe. Le développement de The Last Guardian a été une catastrophe. Ça a été très compliqué, parce que, en fait, déjà, à l'origine, ils voulaient que le jeu sorte sur PS3. Donc c'était ainsi qu'était prévu le jeu, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais aller revérifier aussi parce que je veux pas vous dire de bêtises. Mais la PS4 c'est sorti en 2013. Donc la PS4 est sortie en 2013. Et à l'origine, The Last Guardian était un jeu prévu pour PS3. Puisque comme Fumito Ueda a eu un jeu sur chaque plateforme, l'objectif était bien justement de lui permettre de profiter de la PlayStation 3 pour sortir un jeu comme il l'a fait avec Shadow of the Colossus sur PS2 ou Ico qui à l'origine était prévu sur PS1. Mais il a fini par sortir sur PS2. Et même histoire, le jeu ne sort pas sur PS3. Pourquoi ? Parce que Fumito Ueda commence à avoir quand même, pourtant malgré le fait que ce soit le roi du minimalisme, il commence quand même à avoir des ambitions un peu plus poussées. Et il a surtout une ambition qui est celle de créer une sorte de première vraie créature du jeu vidéo indépendante. Son objectif avec The Last Guardian, c'est vraiment de créer une bête vivante, une bête avec une IA surdéveloppée, surboostée, qui pourrait en fait se comporter par elle-même et avec laquelle on devrait s'adapter pour avancer dans l'histoire. Complètement l'opposé de Ico, puisque dans Ico, Yorda, il faut être honnête, elle nous suit, elle nous obéit au doigt et à l'œil. C'est une enfant perdue qui ne sait pas trop quoi faire et qui a juste trouvé un point de repère et qui du coup, comme elle ne le comprend pas, elle va juste le suivre. Donc c'est très facile, il suffit de l'appeler, elle vient, il suffit de lui faire comprendre avec les doigts où on veut l'amener et elle y va. The Last Guardian, c'est complètement l'opposé, puisque on repart sur le même principe. Donc cette fois-ci, on incarne un jeune garçon qui se réveille perdu dans une forêt. Enfin, dans une espèce de village, en gros, une vallée, quoi. Il est perdu dans cette vallée. Et pour ça, il va rencontrer une créature, donc un oiseau une espèce d'hippogriffe, mi-poulet qui s'appelle Tricot, mi-poulet, mi-oiseau, mi-griffon. Et ils vont devoir, pareil, se lier d'amitié, malgré la barrière de la langue, malgré la barrière de comportement. Ils vont devoir se lier d'amitié pour s'enfuir ensemble, en sachant que cette fois-ci, justement, la créature, elle est tout sauf docile, puisque c'est une créature sauvage, donc elle a ses habitudes, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, et c'était ça le gros pari de Fumito Ueda, et je pense que c'est aussi une des raisons qui a poussé le jeu à être autant décalé, c'est que perfectionniste comme il est, pour une fois, il a décidé de tout donner sur un élément, et donc c'est l'IA. Et voilà, il a fallu développer une IA. Il a été également très gourmand aussi sur la réalisation de Tricot, parce que autant il s'est contenté encore une fois du minimalisme dans les décors de The Last Guardian. On repart encore sur un jeu très vide entre guillemets, toujours pareil, très épuré, voilà, si je puis dire. Mais la créature, par contre, elle non, elle est pas épurée, elle est développée, elle est magnifique, chaque plume est indépendante, il y a un niveau de détail sur les textures qui est complètement ouf, et même en 2024, je pense que c'est la plus belle créature de jeu vidéo qu'on ait jamais vue en termes de technique, c'est quand même pas rien, et c'est vrai que tout ça, ça a dû coûter cher, et donc le jeu a été abandonné, entre guillemets, officieusement, mais ensuite il est revenu sur le devant de la scène, il a redisparu. Il n'y a eu aucune nouvelle, Fumito Ueda a fait le mort. Il y a une anecdote même, j'en avais écrit un article à l'époque, où il avait été chopé sur son Facebook à jouer à Candy Crush toute la journée, voilà. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça devait pas être sympa. Et donc voilà, ça a été très compliqué même avec Sony. Donc le jeu a été décalé pour faire son grand retour en 2014. Et là, je peux vous raconter une petite anecdote, et je ne l'ai jamais racontée jusque maintenant, et je pense que l'embargo est terminé, donc je peux la raconter. À l'époque, je travaillais pour une boîte de production télé, et on produisait une certaine émission de jeux vidéo, dont je vais taire le nom, avec un certain animateur que vous connaissez peut-être, son nom est Sébastien, pour ceux qui connaissent. Et donc je travaillais avec lui, et il faut savoir qu'en fait, on avait eu tout le brief de l'E3 une semaine et demie en avance. Donc j'ai su une semaine et demie en avance, avant quasiment tout le monde, que The Last Guardian allait faire son grand retour. Et donc j'étais rédacteur, donc j'avais dû écrire l'article, mais j'avais surtout dû fermer ma bouche, j'avais pas le droit de le dire. Et ça a été une semaine très difficile, puisque vous vous doutez bien,
Shadow of the Colossus est mon jeu préféré, donc quand j'ai réappris que The Last Guardian allait sortir, je n'avais qu'une envie, c'était d'en parler à tout le monde, mais je n'ai pas eu le droit. Donc ça c'est la petite anecdote impromptue de la vidéo, hein, mais je tenais à la raconter quand même parce que c'est assez intéressant et assez drôle. Mais voilà, j'ai su que ça allait faire son comeback. Et donc en 2012, pardon, le jeu fait son grand retour pour sortir en 2016. Alors qu'est-ce qu'on en pense du jeu ? Alors The Last Guardian il est assez compliqué. The Last Guardian il est assez compliqué parce que je vais pas vous mentir, c'est pas mon préféré de la trilogie de Fumito Ueda. C'est pas mon préféré, mais pour autant je le considère pas comme un mauvais jeu. Le concept, encore une fois, je vous le redis, hein, c'est la même chose que Ico. On incarne un jeune enfant et on doit s'enfuir avec une créature. Et tout va être basé sur le lien. Et ce lien va se faire avec, je vous laisse deviner, un bouton. Et ce bouton, encore une fois, c'est R1, ou je crois que c'est R2, puisque c'est ce bouton qui va nous permettre d'appeler Trico, de lui jeter des caisses pour le faire bouger, de s'agripper à lui, ou encore de se cacher quand des ennemis vont vouloir nous attraper. Mais contrairement à Ico, dans celui-ci, eh bien, nous ne sommes pas le maillon faible, entre guillemets, mais le maillon fort, pardon, on est justement l'élément faible. C'est-à-dire que là où Yorda était la petite figure à protéger, qui ne pouvait pas se défendre, cette fois-ci, nous sommes la figure qui ne peut pas se défendre. Donc cette fois-ci, nous aurons besoin de Trico, parce que sans Trico, on est mort, tout simplement. Et cette fois-ci, on va pas pouvoir se défendre, et c'est lui qui va devoir nous défendre, et donc tout le concept du jeu va être très simple, ne perdez pas Trico de vue, tout simplement. Vous allez avoir une attache qui va se créer, et ça c'est encore une fois une grosse maîtrise de la part de Fumito Ueda, parce que oui, en effet, on s'attache énormément à Trico. Je pense que dans toute la trilogie des jeux de Fumito Ueda, c'est quand même celui où humainement, entre guillemets, on s'attache le plus à un personnage. Trico est absolument génial. Si vraiment c'est l'IA qui a fait qu'ils ont repoussé le jeu autant de fois, je les pardonne parce que voilà, elle est extraordinaire quoi. Trico, il est juste fabuleux. Il interagit par lui-même, il fait ce qu'il veut, il est mignon, parfois il est taquin, il est imprévisible, genre vous pouvez faire le jeu 10 fois, il ne fera jamais la même chose au même moment, à l'exception des moments scriptés. Et au fur et à mesure que notre personnage se lie d'affection avec cette créature, on se lie d'affection avec aussi. On se lie vraiment d'affection avec, et sincèrement pendant tout le jeu, on n'espère qu'une seule chose, et ça je spoilerai pas, on n'espère qu'une seule chose, c'est qu'il lui arrivera rien. C'est vraiment la peur pendant tout le jeu, c'est de se dire par pitié, épargnez cette créature parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle est vraiment très sympa, elle est adorable. Et en plus de ça, on apprend plus tard des choses sur son peuple qui font qu'on l'apprécie encore plus parce qu'on se rend compte qu'elle est vraiment pas comme les autres. Et ça fait toute l'expérience. C'est pour ça qu'après, il est difficile à juger parce que le gameplay en lui-même, encore une fois, il est pas mauvais, hein, je ne tolérerai pas qu'on dise ça, mais c'est un peu du... Pardon, je parle depuis un moment. C'est un peu du hide and seek quoi, c'est du cache-cache, c'est-à-dire qu'on va devoir soit se planquer des ennemis, ou soit... En fait c'est Ico, clairement le gameplay de The Last Guardian c'est Ico, en différent quoi, mais à part ça c'est à peu près la même chose, donc c'est des grandes salles avec des énigmes, là il n'y a pas de monde ouvert, mais c'est vrai que le jeu souffre quand même de beaucoup de lacunes, notamment techniques, puisqu'on a un nombre d'images secondes qui est quand même très très dramatique, ça rame pas mal, ça saute. On sent techniquement qu'il y a eu une obligation de passage à la PS4 et que du coup ça n'a pas été optimisé. Donc j'imagine même pas la catastrophe que ça devait être sur PS3, hein, mais on sent quand même que oui, ça souffre de vraiment de problèmes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont reproché l'IA de Trico parce que comme il a réussi à faire une IA presque tribale, c'est par moments assez chiant. Et c'est vrai que la grosse qualité du jeu devient son énorme défaut. Parce que c'est vrai que par moments c'est quand même assez casse-couille, on va pas se mentir. Quand vous passez 10 minutes à appeler Trico et qu'il vient pas parce qu'il a décidé d'aller jouer avec une caisse qui se trouve derrière, c'est marrant les premières heures, mais j'avoue que ça peut vraiment être saoulant. Mais dans l'ensemble, le jeu repose encore une fois sur une mécanique de coopération émotionnelle qu'on retrouvait moins dans Shadow of the Colossus, mais alors là ça fait vraiment son retour dans Ico, décidément. Ça fait vraiment son retour dans The Last Guardian et c'est ce qui donne au jeu tout son côté vraiment très, très émotionnel et qu'encore une fois on s'attache. Et moi je trouve que les défauts on les oublie. Mais je trouve que voilà, c'est une aventure qui contrairement à Ico et Shadow of the Colossus, quand on l'a faite une fois, ça suffit. Là où Shadow of the Colossus on peut revenir des millions de fois parce qu'on a l'impression qu'on aura toujours quelque chose à découvrir. Et dans The Last Guardian c'est un peu moins le cas, c'est beaucoup plus binaire, c'est plus... Voilà, c'est un one-shot quoi. The Last Guardian c'est une très belle aventure mais c'est un one-shot. Donc on commence d'un point A, on va à un point B et ça s'arrête là.
Donc voilà, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas mon préféré, mais il a encore, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, on ressent encore la patte Fumito Ueda, et on la ressent vraiment bien. La moindre texture, le moindre effet de lumière, le moindre décor, le moindre échange entre Trico et le jeune garçon, c'est du Fumito Ueda pur jus. C'est un jeu où vous le faites et vous n'avez pas forcément fini les jeux précédents, vous saurez que c'est du Fumito Ueda, et on en vient même par moments à se demander si les jeux sont connectés. Et ça, c'est une vraie question. Alors, attendez 2 petites secondes. C'est une vraie question philosophique presque entre les trucs. C'est que les gens se demandent est-ce qu'il y a un lien entre les jeux. Et ça, Fumito Ueda, il y a déjà répondu. Et il a répondu tout simplement que c'était à nous de décider. Voilà, si on décide que Ico est la suite de Shadow of the Colossus et que The Last Guardian est le prédécesseur de toute cette histoire, à nous de le croire. Lui, il a pas d'avis sur ça en fait. Il est vraiment de la team. À vous de faire à vous de vous faire votre idée, tout simplement. Donc voilà. Bon je pense qu'on commence déjà à avoir fait un peu le tour sur l'univers de Fumito Ueda. J'aurais encore des milliers de choses à dire, mais j'ai quand même bien résumé la chose. Vous l'avez compris, Fumito Ueda, c'est avant tout de l'art qu'il arrive à transmettre dans ses œuvres. Et il est souvent d'ailleurs crédité pour avoir inspiré de nombreux développeurs à repenser la manière dont les jeux vidéo peuvent raconter des histoires. Je vais citer Journey, qui est un jeu exceptionnel et qui est complètement une espèce de fils spirituel, en tout cas d'un point de vue gameplay, de l'œuvre de Fumito Ueda. Il y a aussi Brothers, A Tales of Two Sons, le jeu, vous savez, où on incarne 2 frères, comme son nom l'indique. Et pareil, où en fait on retrouve cette essence de gameplay du collaboratif, du on se tient la main. Donc c'est vraiment des jeux qui en ont pris exemple. Et c'est vrai qu'en l'état, Fumito Ueda est vraiment reconnu comme quelqu'un qui a repropulsé la discussion en fait autour du fait de savoir est-ce qu'on considère le jeu vidéo comme un art ou pas. De mon côté, la question, comme dirait un grand penseur, la question elle est vite répondue. Pour moi, il n'y a pas photo. Évidemment que le jeu vidéo est un art. Évidemment que les jeux de Fumito Ueda en sont l'exemple. Évidemment, je veux dire, la question encore une fois ne se pose pas. Suffit de jouer ne serait-ce qu'à un seul des jeux de Fumito Ueda et vous comprendrez pourquoi oui, le jeu vidéo est un art. Et donc voilà. Après au niveau de l'avenir, je n'ai pas parlé de ça parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment. Après la sortie de The Last Guardian, donc Fumito Ueda il a créé son propre studio qu'il a appelé Gen Design et rien de plus. Voilà, il y a juste eu un espèce de petit truc où il a montré des images, mais je crois qu'il vise le jeu mobile et je me demande même s'il n'est pas allé travailler avec un studio chinois à un moment donné, mais bon, autant dire que sans les moyens de Sony, et même si j'ai rien contre la scène indé, je pense que l'œuvre de Fumito Ueda est quand même accomplie. Il a fait que 3 jeux, mais c'est 3 jeux qui restent dans l'histoire. On a Ico qui reste dans l'histoire pour son innovation, parce que c'est l'un des premiers à avoir tenté une œuvre comme ça, aussi dénuée de... Comment je pourrais dire ça ? Dénué d'informations, dénué de choses, c'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, le minimalisme à son paroxysme, mais un minimalisme bien construit. Ça a été la grosse particularité d'Ico et son gros point fort. Il y a eu ensuite Shadow of the Colossus qui a été, encore une fois, son climax, le jeu ultime, son œuvre absolue, avec une quête épique mais monumentale et inoubliable. La preuve, je fais encore une vidéo dessus alors qu'on est en 2024. Le jeu est sorti en 2006, ça reste mon jeu préféré de tous les temps et c'est pas prêt de changer. Un jeu qui raconte des choses, un jeu qui remet en question des choses, un jeu qui sort de l'ordinaire, un jeu qui propose quelque chose d'innovant, un jeu qui marque son temps. Il n'y en a pas beaucoup, il y a Ico, il y a éventuellement Red Dead Redemption 1, il y a quelques jeux comme ça qui arrivent à sortir du lot. Il y a Zelda Ocarina of Time, mais c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de jeux peuvent se vanter d'avoir fait ce que fait Shadow of the Colossus, donc c'est vraiment le point d'orgue. Donc lui sera retenu pour ça. Et ensuite il y a The Last Guardian qu'on retiendra quand même pour l'histoire, pour ce qui lui est arrivé, pour quand même être le jeu, pour avoir été l'une des plus grosses arlésiennes du jeu vidéo et avoir malgré tout réussi à sortir sans être une bouse, parce que des arlésiennes il y en a eu, il y a eu par exemple le fameux Duke Nukem Forever, sauf que quand Duke... Alors je l'ai pas dit, mais une arlésienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une œuvre qui prend un temps infini à sortir, donc c'est un peu qui d'ailleurs ne sort pas la majorité du temps. Et l'Arlésienne de Duke Nukem Forever, par exemple, quand le jeu est sorti, c'était une merde, on va se le dire. Alors que The Last Guardian n'est pas un jeu extraordinaire, mais malgré tout, il a des qualités et c'est pas un mauvais jeu. Donc voilà, Fumito Ueda, c'est quelqu'un qui, pour moi, a conclu son œuvre. Sa trilogie est époustouflante. C'est quelqu'un qui, malheureusement, je pense, n'a peut-être pas su évoluer non plus techniquement avec les nouvelles consoles.
Il suffit de voir à quel point il exploite très très mal la PS4. Là où, au contraire, sur PS2, par contre, il faut dire ce qui est. Même si Shadow of the Colossus souffre quand même de défauts, de framerate, parce que forcément on en demande beaucoup à la PS2. Hein. Rappelez-vous que quand Shadow of the Colossus sort, on est en 2006, donc la PS2 elle est quasiment finie. Un an après sortira la PS3, mais malgré tout, Shadow of the Colossus, voilà, il exploite au maximum, il fait cracher la PS2, mais malgré tout, il exploite bien. The Last Guardian, par contre, il a vraiment beaucoup plus de mal, parce que forcément, on est sur un jeu qui souffre d'un développement sur une console pour laquelle il n'était pas forcément prévu et qui est du coup limité parce que c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas su, ses équipes en tout cas n'ont pas su utiliser la PS4. Donc quand on voit tout ça, est-ce que c'est pas plus mal de s'arrêter là ? Je dirais que oui, et moi j'estime que oui, l'œuvre de Fumito Ueda, elle est accomplie. C'est un créateur à part qui est maintenant reconnu pour sa capacité à créer des expériences à la fois immersives et émouvantes. Fumito Ueda, c'est pas du divertissement, c'est de la réflexion, c'est de la contemplation, c'est de l'admiration, et ça, ce sont des critères qui laissent une empreinte durable sur les joueurs de jeux vidéo. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là, c'était Play & Go, c'était Fumito Ueda, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des sujets, je sais que c'était long, hein, je vous l'ai dit, peut-être que j'essaierai de voir pour les diffuser en podcast, hein, ce sera peut-être plus simple pour vous à écouter ou quoi que ce soit. En tout cas, si ça vous a plu, donnez-moi des idées de sujets. Je vous rassure, j'en ai déjà plein, hein. J'ai notamment en tête de parler d'un certain Metal Gear Solid 4 hein, qui est un jeu qui fait beaucoup jaser et pourtant il y a des choses à en dire, mais je veux d'abord le refinir avant de le... Je suis en train de le refaire en ce moment et je veux d'abord refinir MGS4 avant de revenir dessus parce qu'il y en a des choses à dire. Donc voilà, c'était Take Your Time, on a pris notre temps, on a parlé de Fumito Ueda, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vos idées. N'hésitez pas à aller sur Play & Go, sur TikTok pour aller voir les contenus short, hein, si vous avez tenu jusque-là, à vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.